Tout commence dans la ville labyrinthe, où les opportunités et le danger abondent. Une ville qui ressemble littéralement à un labyrinthe et dans laquelle ses citoyens se battent chaque jour pour survivre. Ici, nous rencontrons Nick, un épéiste du groupe d'aventuriers, maître de la guerre, qui est très heureux de faire partie de ce groupe, et il souhaite qu'il puisse faire partie du groupe A. Cependant, l'un des membres les plus appréciés par Nick, Argas, l'expulse du groupe du jour au lendemain. En entendant cela, Nick ne reste pas abattu, et au contraire, il affronte Argas, à qui il demande la raison de son expulsion, déduisant qu'il le renvoie parce qu'il n'a pas pardonné à Garoso quand celui-ci les a volés et est parti avec une femme. Cependant, à sa surprise, la raison n'est pas seulement celle-là, mais Argas est furieux de l'attitude du garçon, malgré le fait de l'avoir accueilli dans le groupe. Quand il n'était qu'un enfant et malgré son jeune âge, actuellement, Nick passait son temps à donner des ordres à tout le monde, démontrant ainsi il n'a pas l'étoffe d'un aventurier et génère des tensions avec tout le groupe. Après avoir écouté cette explication et ne sachant que dire, Nick décide de partir en acceptant son nouveau destin. Quelques jours plus tard, sa petite amie décide de le trahir et le quitte dans cet état de désolation absolue. Tous les aspects de sa vie se voient frustrés. Notre protagoniste décide de chercher une passion à laquelle se raccrocher pour rester en vie. Quand Nick se trouve déprimé sous la pluie, se remémorant ce qui s'est passé avec Argas, une jeune fille s'approche de lui pour l'encourager. Cependant, cela ne semble pas l'intéresser, car il ignore ses paroles. Sans se décourager, la jeune fille lui remet un billet, en lui disant qu'elle est une idole, et que, bien qu'elle commence à peine, elle est très douée dans ce qu'elle fait. Quand Nick lui demande, il demande pourquoi elle lui parle. Elle lui explique qu'une idole se consacre à encourager et donner du courage aux autres, et pour l'encourager, elle lui offre donc le billet. Et avant de partir, la jeune fille remet le parapluie à Nick et lui dit qu'elle l'attendra au concert. C'est alors qu'on nous révèle que cette fille est la célèbre Agathe. Et c'est elle qui implique notre protagoniste dans le monde des idoles, suscitant une grande passion en lui. Et dès le lendemain, notre garçon assiste au concert et se montre totalement enthousiasmé par ce nouveau monde qu'il découvre, et particulièrement par Agathe. Ainsi, après le concert, Nick dépense une grande partie de son argent dans les produits dérivés d'Agathe, car il est attiré par la jeune fille. Et tandis qu'il est allongé dans sa chambre, entouré des produits de la jeune fille, Nick décide qu'il doit redevenir un aventurier, pour gagner plus d'argent et continuer à acheter des produits de l'idole. Pour cela, le lendemain, il part à la recherche d'un nouveau groupe auquel s'intégrer en tant qu'aventurier. Une fois sur place, il rencontre un jeune homme blond et s'approche pour lui parler afin de rejoindre son groupe. Mais à ce moment-là, il est envahi par le souvenir des paroles d'Argas lui disant qu'il n'a pas l'étoffe d'aventurier. Alors, il se fige, recule et décide de ne pas adresser la parole au jeune homme. Cette action se répète tout au long de la journée et Nick repart déprimé et vaincu du lieu, n'ayant pas réussi à trouver un nouveau groupe car il n'a réussi à parler à personne dans cet état. Notre garçon se dirige pour dîner dans un bar où il observe que tout le monde est heureux. Sauf lui, ce qui ne cesse de le tourmenter car il croit qu'il ne pourra plus jamais être heureux. Maintenant qu'il a tout perdu. Alors qu'il est là, un groupe de 3 personnes entre dans le bar. Et ils doivent partager une table avec Nick, car c'est la dernière qui a des places. Ces 3 personnes s'assoient à côté de lui, de manière silencieuse et mystérieuse, et attirent l'attention de notre protagoniste, qui ne croit pas qu'il forme vraiment un groupe. Après avoir observé discrètement ses compagnons de table, il parvient à faire une petite description de chacun. Un clerc excommunié qui entre dans le bar déjà ivre, une magicienne de haute lignée que Nick pense pouvoir être une meurtrière en raison de son attitude hostile, et une dragonne qui semble aguerrie par le combat mais qui montre être quelque peu déprimée. Tout comme Nick, dans le silence de la table, Nick ne cesse de se lamenter sur sa vie, se répétant qu'il ne pourra jamais faire confiance à personne. Puis il boit d'un trait son verre de bière et crie à haute voix. On ne peut faire confiance à personne en frappant le verre contre la table. Et il est surpris parce qu'au même moment, ses 3 compagnons ont fait et dit simultanément la même chose. Après cette situation, chacun, avec son propre chemin, commence à raconter l'histoire de comment il a fini à cet endroit. La première à prendre la parole est la magicienne. On nous montre alors le pouvoir impressionnant de la magicienne Tiana, qui contrôle les magies de l'eau et du vent, et qui découvre que la magie de la magie est la magie de la magie.
Nous avons vu qu'elle est la fille d'une famille connue appelée Eranafelt. Pour elle, étudier la magie implique d'étudier la société et le monde en lui-même, et Tiana est prête et heureuse de pouvoir le faire. Plus tard, Tiana entre dans un restaurant à la recherche d'Alex, son partenaire, pour lui annoncer qu'elle pourra obtenir son diplôme 1 an plus tôt. Lorsqu'elle arrive sur place, elle découvre qu'Alex est avec Lynn, une jeune fille qui répand des rumeurs sur Tiana, l'accusant de soudoyer les professeurs et de mal se comporter avec elle. En apprenant cela, Alex se fâche contre Tiana et commence à lui crier dessus. Mais en réalité, il n'est pas en colère à cause de ces rumeurs, mais parce que sa fiancée l'a surpassé dans tous les domaines. Se sentant humilié par cela, Alex décide d'annuler ses fiançailles avec Tiana et de mettre fin à leur relation. Pour toujours, se liant maintenant avec l'un. C'est ainsi que la joyeuse Tiana devient une personne sombre et déprimée qui décide de s'éloigner de cet endroit et de déménager à Cité Labyrinthe et de chercher un emploi pour subsister. Mais cela semble plus difficile qu'elle ne le pensait car personne ne veut l'accepter à cause de son image de fille riche. Alors elle décide de parier pour gagner un peu d'argent et bien qu'au début cela se passe bien, elle finit par tomber comme tous les accros au jeu et perdre tout son argent. Après ce récit, le clerc raconte son histoire. Nous apprenons alors qu'il était appelé Père Zen et qu'il vivait de manière très joyeuse et était très apprécié par son peuple. Surtout par une petite fille appelée Myril qui est amoureuse de lui, lorsque le père rejette la jeune fille parce qu'il est dévoué à son habit. Elle s'enfuit, en courant, en colère, et accuse le père de lui avoir fait de mauvaises choses, mais évidemment, rien de tout cela ne s'est produit. Pour cela, ils finissent par enfermer le père Sem pendant 3 mois en prison, pour ensuite l'exiler sous les regards enflammés de tout le village qui n'a jamais cru en son innocence. Et déjà en exil, il rencontre une femme avec qui il perd sa fidélité à l'habit. Cette femme recommande à Sem de devenir un aventurier dans la ville Labyrinthe. Et avant qu'il ne parte, elle lui remet quelques objets qui l'aideront dans sa nouvelle destinée. De cette manière, Sem, qui maintenant ne peut penser à autre chose que Co-Femme, se dirige vers la ville Labyrinthe et y rencontre notre protagoniste. La jeune fille Dragontine, sans trop s'étendre sur son histoire. Elle commente qu'on lui a volé quelque chose de très important et que c'est la personne en qui elle avait le plus confiance qui l'a volé. Et dès le lendemain, tous se réveillent dans la chambre de Tiana et Nick qui les convainquent de former un groupe de 4 afin de gagner de l'argent et que chacun puisse le dépenser dans ses propres vices. Ainsi commence cette nouvelle aventure. Le lendemain, le groupe nouvellement formé se dirige pour s'inscrire en tant que groupe dans une guilde. Là, grâce aux informations de la réceptionniste, ils apprennent que la Dragonia Kuran a survécu, presque par miracle, à un labyrinthe de classe C. Ce souvenir de cela déprime la jeune fille qui était débutante. Finalement, et après avoir écouté l'histoire de leurs camarades, le groupe décide de se nommer les survivants. Plus tard, le groupe se réunit et décide de mettre en place 3 règles qui doivent être respectées obligatoirement. Ne pas se mêler des passe-temps des autres, gérer l'argent et toujours revenir en vie. D'accord avec ces lois, Nick se porte volontaire pour superviser l'argent. L'argent, Tiana le contrôle. Et Kuran s'occupe des économies. Cependant, SM interrompt cette répartition des tâches pour dire que, dans ce cas, le plus avantagé sera Nick. Après une conversation, il semble que tout le monde soit d'accord avec la répartition. Et Nick explique que dans son groupe précédent, il a appris que la confiance n'est pas quelque chose qu'on lui confie, mais qu'il doit les convaincre qu'il ne leur veut aucun mal. En d'autres termes, il faut faire confiance et se méfier en même temps l'un de l'autre. En raison de leur passé, où ils ont été trahis, faire confiance est difficile pour tous. Mais en même temps, tout le monde veut faire confiance à ses compagnons et donc, sans arriver à aucune solution, la conversation est interrompue. Le lendemain commence ta première mission en commençant dans la classe J. Ils ne peuvent aller qu'à 3 labyrinthes et doivent vaincre les chefs de 2 d'entre eux pour passer à la classe F. Une fois à l'intérieur du premier labyrinthe, il est clair que les seules 2 personnes qui ont déjà été en combat sont Nick et Kuran, donc notre protagoniste. Prend le commandement et commence à leur expliquer quelques règles des labyrinthes, par exemple, retirer le noyau des slimes pour mettre fin à leur vie et, en passant, gagner de l'argent avec cela. Après un long moment, le groupe commence à bien s'entendre. Mais Tiana baisse sa garde, elle est déjà attaquée par des slimes et donc, pour se défendre, elle utilise ses pouvoirs magiques qui se dirigent accidentellement vers Kuran. Cette situation provoque une dispute entre les filles, générant une grande méfiance entre elles et une grande tension dans le groupe pendant les heures suivantes.
Et quand elle trouve enfin un slime géant, qui semble être le chef de tous, Tiana décide de l'attaquer par elle-même et se dirige directement vers lui. Cependant, lorsqu'elle tire sur le noyau du slime, celui-ci explose, recouvrant tout le monde de son corps visqueux. Cela oblige nos protagonistes à se rapprocher d'une rivière pour se nettoyer. Et Nick profite du moment pour réprimander amicalement ses compagnons pour les manières insensées dont ils ont agi, car c'est lui qui connaît le mieux les tactiques d'équipe. Ensuite, plus calme, Nick. Nick commente qu'il est bon avec la hache et la lance, le combat à main nue est comme éclaireur et il montre ses armes à ses compagnons. De cette manière, il essaie de générer de la confiance en eux, car il est sûr que personne ne pourra se faire confiance mutuellement. S'il ne sait pas de quoi chacun est capable, comprenant que tous ont été trahis et qu'il est maintenant difficile de s'ouvrir aux autres. Nick oblige ses compagnons à commenter leurs compétences et faiblesses, mais il leur demande aussi ce qu'ils espèrent obtenir de ce groupe. Ensuite, Zem commente qu'il ne sait rien sur les épées ni le combat au corps à corps, donc il est facile de le vaincre, mais ils doivent le faire rapidement. Car ce qu'il peut faire, c'est guérir de petites blessures avec la magie Tiana, attendrie par la confession de ses compagnons. Ensuite, elle parle de ses pouvoirs. Et c'est une mage qui contrôle le vent et l'eau, mais aussi la foudre comme combinaison des deux. Bien qu'elle utilise parfois la terre et le feu, ses attaques sont plus faibles. Quand elle a fini de commenter ses pouvoirs, elle s'approche de Kuran pour lui demander pardon pour l'erreur de ce matin en le attaquant. À quoi déjà? Après cela, Kuran explique ses pouvoirs et démontre qu'il peut utiliser des pouvoirs de feu et le combat à l'épée. Finalement, les jeunes filles font la paix et le groupe est de nouveau en bons termes. Déjà, un peu plus proche. Et plus tard, ils se dirigent vers le deuxième labyrinthe dans la forêt, entouré de lutins ou gobelins, qui sont faibles lorsqu'ils sont seuls, mais attaquent fortement en groupe. Ces monstres sont de niveau supérieur aux slime, car ils possèdent un petit degré d'intelligence qui leur permet de s'accorder pour attaquer. Dans le combat, tous démontrent leurs compétences. Tiana surprend avec ses pouvoirs magiques et tout le monde est étonné de voir quel bon combattant est Nick. Avec l'une de ses compétences, Tiana parvient à voir qu'un des gobelins est 5 fois plus puissant que les autres, ce qui amène Nick à déduire qu'il doit s'agir d'un ogre. Un monstre incroyablement difficile à attaquer, donc ils doivent être prudents ou ils pourraient perdre la vie. De plus, il est dit que les ogres sont immunisés contre la magie, donc le vaincre dépend uniquement de Kuran et Nick. Au combat, corps à corps avec des épées. Ainsi, le plan est que Tiana distrait l'ogre avec sa magie. Elle renforcera la force de Nick et Kuran, et cette dernière doit lui porter le coup final avec sa grande épée. Quand ils affrontent enfin le monstre, ils commencent à se faire confiance pour exécuter le plan. Heureusement, tout se passe comme prévu et Kuran démontre une grande puissance. Lorsqu'il coupe l'ogre en deux avec tous les corps déjà inertes au sol, nos protagonistes commencent à retirer les cornes de chaque gobelin. Car c'est ce qu'ils peuvent échanger contre de l'argent. Quand Nick est en train de retirer la plus grande corne de l'ogre, il fait un faux mouvement et heurte Kuran qui laisse accidentellement tomber un pendentif au sol. En voyant de quoi il s'agit, tous ses compagnons sont surpris. Apparemment, il y a quelque chose d'étrange. La suite du chapitre précédent. On leur montre un souvenir où Kuran se réveille seul dans une grotte avec le pendentif à la main. Je ne me souviens pas. Nous voyons Kuran se promener à la foire lorsque nous prêtons attention au pendentif en forme de cygne. Cependant, il est trop cher pour l'acheter. Quand elle le repose, le vendeur essaie de la tromper en disant qu'elle a cassé le pendentif et qu'elle doit maintenant le payer. À ce moment-là, et face à la naïveté de la jeune fille, Kalios apparaît et révèle l'escroquerie du vendeur. Et il parvient à obtenir le pendentif gratuitement pour l'offrir à Kuran. Kuran explique que sa race, Beko, les dragons, est une race fière, dont le destin est de servir l'humain qui deviendra un héros et sauvera le monde. Et, selon elle, Kalios était cet humain qu'elle abordait et à qui elle consacrait toutes ses heures, lui faisant aveuglément confiance. Dans son groupe, Kuran se révèle être extrêmement puissante, même pour ses compagnons qui l'admirent. Dans l'un des labyrinthes caverneux, le groupe s'approche du serpent qu'il cherche comme cible, avertissant que lorsqu'il se cache dans son pot, il devient immunisé contre la magie. De cette manière, il déploie une tactique selon laquelle la seule capable de le vaincre est Kuran, tandis que ses compagnons la défendent. Ainsi, Kuran se dirige directement pour attaquer le serpent géant, et elle se retrouve en difficulté lorsque ses compagnons ne la défendent pas comme ils le devraient, et permettent au serpent d'injecter tout son venin dans la jeune fille. Cela fait que Kuran reste immobilisé au sol et presque au bord de la mort. À ce moment-là, Kalios et ses deux compagnons apparaissent pour donner le coup final au monstre.
Là, Kalios explique qu'il connaissait déjà la stratégie du serpent. Il savait qu'avant de mourir, il attaquerait avec son venin. Il avoue alors que dès le début, son plan était d'utiliser Kuran comme appât, pour qu'elle absorbe tout le venin et que ses compagnons puissent sortir victorieux. À la surprise de ses compagnons, alors qu'elle s'en va, Kuran peut encore parler et leur demande de l'aide. Mais eux, en riant, ne font que s'étonner de la puissance de la race des dragons. De manière miraculeuse, Kuran parvient à survivre et s'échappe de la grotte avec difficulté, maudissant ses compagnons et préoccupée par la récupération de son joyau du roi dragon, qu'elle a renforcé pendant 1 an et demi. Lorsqu'elle arrive enfin au village, elle découvre que Kalios a convaincu tout le monde que Kuran était morte et il est parti en lui volant ses affaires, y compris son joyau du roi dragon. Après un long moment à chercher Kalios sans le trouver nulle part, Kuran décide de s'arrêter pour manger quelque chose, car elle se sent affaiblie. Là, elle reconnaît Fifi, le convive solitaire, qui attire son attention, car elle avait déjà entendu parler de lui auparavant, étant donné que c'est un homme si puissant qu'il peut explorer les labyrinthes seul. Kuran commence à le suivre et imite toutes les actions du jeune homme, qui se rend clairement compte que la jeune fille est derrière lui et lui recommande quelques plats, car il remarque qu'elle les apprécie autant que lui. Quand ils se retrouvent tous les deux dans un bar, un bro, Uracho pousse ce type, qui laisse accidentellement tomber son épée au sol. Et heureusement, Kuran le sauve avec sa queue de dragon, gagnant ainsi sa gratitude. Après avoir goûté les plats les plus délicieux, Kuran devient accro à essayer les meilleures nourritures. Mais celles-ci sont très coûteuses, si bien qu'elle se retrouve rapidement sans argent. Revenant au présent, Nick se demande pourquoi Kuran ne s'est pas fâché contre lui lorsqu'il a accidentellement cassé son pendentif. Et il se dirige pour lui en acheter un similaire afin de le remplacer. Pendant qu'il choisit le pendentif, il rencontre l'idole Agathe, avec qui il finit par avoir une conversation, lui racontant ce qui s'est passé avec son attitude toujours sympathique. La jeune fille conseille Neshobrata et finit par le convaincre de lui offrir quelque chose qui se rapproche de sa personnalité sans que ce soit nécessairement le même. Plus tard, Nick rencontre Kuran et ils partagent un repas. Des rires éclatent déjà chez la jeune fille, et cela montre à Nesho qu'elle n'est vraiment pas en colère contre lui. Et en fait, cette nouvelle facette sympathique de la dragonne l'attendrit. Sur le pont, Nick essaie de découvrir la relation de Kuran avec Liji, et quand elle s'en rend compte, elle le rassure en disant qu'il ne doit pas s'inquiéter pour le pendentif, car il est peut-être préférable de ne plus l'avoir avec soi. Plus tard, nos flottes se retrouvent au bar habituel, où on les félicite pour être passés à la classe EFE, et chacun d'eux a gagné une certaine popularité auprès de Kuran. Tout le monde l'invite à manger et à boire, il a déjà ses pertinents, il te demande un rendez-vous, et Assembla remercie d'avoir guéri certaines maladies. La table. Les 4 passent un moment merveilleux comme jamais auparavant et trouvent enfin un peu de paix dans leur cœur après tant de douleur. À ce moment-là, la réceptionniste s'approche pour demander aux survivants d'explorer le labyrinthe des liens. Obtenez quelque chose pour elle? L'épée sacrée, l'épée des liens. Accepter cette mission définira l'heure. Les protagonistes acceptent la mission de la réceptionniste et partent à la recherche de l'épée des liens, car il semble que la récompense soit très élevée. Cependant, ils ne pensent pas s'embarquer facilement et Nick s'assure de clarifier les choses. Ils obtiendront une récompense pour l'expédition. Qu'ils trouvent ou non l'épée. Quand ils reviendront avec l'épée, ils ne permettront pas à la femme de les tromper en disant que c'est la mauvaise. La réceptionniste doit leur remettre une carte avec tous les monstres de la zone, avec les zones explorées déjà marquées pour savoir contre qui ils se battent. Tout cela doit être écrit pour éviter des problèmes plus tard. Déjà dans la recherche, il nous est révélé que l'épée a le pouvoir d'amplifier le pouvoir d'un groupe, basé sur les liens entre les membres, ce qui semble réjouir nos protagonistes par l'ironie de la quête. Le labyrinthe dans lequel ils entrent est totalement différent des autres qu'ils ont explorés jusqu'à présent. Un bâtiment avec un éclairage automatique de hautes parois grises, avec une obsession pour la symétrie. Cela semble même surprendre Nick, qui avertit ses compagnons de faire attention, car il pourrait y avoir des passages secrets. Alors que les jeunes explorent le labyrinthe, nous pouvons observer qu'une caméra suit tout leur parcours. Et derrière elle, une voix s'enthousiasme à l'idée de trouver de nouveaux aventuriers, car c'est un nouveau défi pour voir jusqu'où ils peuvent aller dans cet endroit. Après un certain temps à parcourir, les couloirs se terminent par une lumière verte au bout d'une impasse. Cependant, lorsqu'ils consultent les annotations de la réceptionniste, ils remarquent qu'il y a quelque chose d'étrange. Car, selon les informations de la femme, ces lumières devraient être rouges et non vertes. Cela pousse Nix à s'approcher de la lumière, car il remarque que quelque chose d'étrange se passe à ce moment-là. Dans le mur, une porte s'ouvre et la caméra qui les observait se parle à elle-même, en disant que maintenant, les problèmes vont commencer. Ils passent par cette porte secrète et se retrouvent dans une vaste pièce sombre et presque interminable, qui contient de petites structures symétriques, tout au long de l'endroit. Parmi ses 3 compagnons, ils se sentent un peu effrayés et méfiants. Nick prend les devants et se dirige vers une lumière rouge au fond de la pièce. Cependant, Tiana l'arrête à ce moment-là, car elle comprend qu'il y a une magie noire qui rôde par là.
Elle utilise alors son pouvoir Detect Magic pour vérifier qu'il n'y a pas de traces d'un pouvoir similaire dans un rayon de 200 kilomètres. Cependant, cela ne la rassure pas, car elle pense que quelqu'un pourrait interférer avec la magie en voyant qu'il n'y a rien d'autre dans l'endroit. Les 4 personnages commencent à marcher ensemble vers la lumière rouge. Mais avant d'arriver, toute la pièce s'illumine. Et la caméra qui les espionne leur parle directement à la surprise de nos protagonistes. La voix nous félicite pour avoir surmonté diverses épreuves jusqu'à arriver à cet endroit, et donc ils sont dignes de ce pouvoir. Alors que la voix continue de leur parler, les jeunes l'ignorent et discutent entre eux pour déterminer d'où vient cette voix, car elle semble provenir d'une épée qui se trouve devant eux. Cependant, ils commencent aussi à débattre pour savoir si cet objet devant eux est une épée, car elle n'a pas de lame. Eh bien, sa forme est assez différente. Quand la voix les interrompt, furieuse parce qu'ils ne lui prêtent pas attention, les jeunes la font taire, car cela ne les intéresse pas. Une arme qui n'est pas une épée, car leur objectif est de trouver l'épée des liens. Alors, la voix leur avoue qu'elle est l'épée des liens, un chef-d'œuvre de l'armurerie magique Taranée. Mais elle est de nouveau interrompue, car ses protagonistes ne croient pas qu'une telle chose puisse vraiment être une épée sacrée. Cependant, l'épée continue d'insister sur le fait qu'elle l'est, que son travail est d'aider ceux qui valorisent l'amitié et la justice. Une arme gilincale de type psychique. Une fois que les 4 acceptent qu'elle est bien l'épée qu'ils recherchent, ils lui jurent de la traiter avec soin et de la porter uniquement dans le sac à dos. En entendant cela, l'épée leur demande pourquoi ils ne l'utiliseront pas, et il répond qu'il n'utilise que Argas. Un grand commente qu'il n'utilise que des armes de dragon. Pour cet être, alors l'épée se sent un peu attristée, parce qu'ils ne vont pas l'utiliser. Et parce que, malgré le fait d'être une épée si importante, les garçons ne semblent pas très heureux de l'avoir trouvée. Ils commencent à craindre pour leur serment, surtout lorsqu'ils apprennent que le plan du groupe est de la vendre parmi des cris, après les bruits qu'ils ne la vendent pas. Car elle a déjà perdu suffisamment d'années de vie à cause des canaux mystérieux de la guilde. Cette confession surprend les garçons, car ils ne comprennent pas de quoi elle parle. Et alors l'épée procède à expliquer que les gens de la guilde l'ont enfermée dans un labyrinthe. Il y a des années, en disant qu'ainsi elle trouverait quelqu'un de digne qui pourrait lui offrir, car après des années d'attente, personne n'est jamais venu la chercher, parce qu'en réalité, les membres de la guilde n'avaient pas de véritables intentions de la faire trouver. 4 personnages sont convaincus qu'ils doivent la vendre, car la récompense est grande et ils ont besoin de l'argent. Mais elle peut essayer de les faire changer d'avis, en leur disant que s'ils ne la vendent pas, elle pourrait leur donner un pouvoir incomparable. Alors qu'ils commencent à discuter s'ils doivent garder une épée ou la vendre, la voix les interrompt pour leur demander pardon, car à ce moment-là, le système gardien est en train de s'activer. C'est-à-dire que le protecteur de l'épée s'est réveillé avant qu'il ne puisse comprendre entièrement ce qui se passe dans la pièce. Elle est interrompue par un être géant et l'épée. « Je vous ai dit que vous ne pourrez pas sortir de cette salle, à moins de vaincre le golem Magla, ou quoi que ce soit qu'ils disent. » Lorsque la fumée de la prison se dissipe, les jeunes parviennent à voir une créature gigantesque et visqueuse qui commence à les attaquer. Tiana effectue la première attaque en lançant des cristaux sur tout le corps du golem et immédiatement après, Kuran s'approche de lui pour l'achever avec l'épée. Cependant, avant qu'elle ne puisse le toucher, le golem effectue une contre-attaque et renvoie les cristaux de Tiana qui frappent directement le corps et le visage de Kuran, la blessant gravement. Pendant que Sam et Tiana tentent de soigner la dragonne, Nick se dirige pour attaquer le golem. Inquiet car pour la première fois, il se trouve face à un monstre d'une telle ampleur et cela pourrait finalement être catastrophique pour le groupe. Lorsque Nick parvient à atteindre le corps du golem, il coupe ses membres, mais ses attaques semblent ne lui causer aucun dommage, car il se régénère à nouveau. Alors, Nick décide de continuer à l'attaquer pour le distraire, pendant que ses compagnons s'échappent par la porte par laquelle ils sont entrés. Après avoir donné cet ordre au groupe, l'épée confie à notre protagoniste que le corps du golem est fait de nanomachines, donc aucune arme tranchante ne pourrait lui faire de mal. Et elle le convainc de brandir la même épée des liens, qui est la seule capable de l'affronter, en lui promettant qu'une fois qu'ils s'échapperont de cet endroit, il pourra faire ce qu'il veut avec elle, même si cela signifie la vendre. Convaincu alors, parce qu'il n'y a pas d'autre option, il se tourne vers l'épée et parfois la touche. Et il a généré une lame brillante, digne de l'épée qui se fait appeler Sacrée, son groupe qui tente de s'échapper de cet endroit. Sans succès, car ni la magie ni les attaques physiques ne permettent d'ouvrir la porte. Il voit la situation et reste surpris en observant le pouvoir de l'épée. Une fois les pouvoirs activés, Nick visualise Kuran dans sa tête et crie le mot Yunyo. C'est ce que fait le garçon. Mais il n'y a pas de changement dans l'épée, ce qui la surprend même elle, car Nick a les conditions pour l'utiliser. Malgré cela, Nick attaque le golem et parvient à couper une partie de ses membres. Mais la partie coupée se transforme en un petit monstre qui attaque Nick et le jette dans un puits. En voyant cela, ses compagnons essaient différentes attaques magiques qui ne parviennent pas à lui faire de mal. Mais il retarde ses attaques et gagne du temps. Pendant ce temps, Kuran part à la recherche de son compagnon.
Nick se trouve gravement blessé et pense avoir quelques côtes cassées. Il supplie donc Curran de retourner avec leurs compagnons et d'essayer de s'échapper. Il vaut mieux que 3 d'entre eux s'échappent plutôt qu'aucun. Cependant, la dragonne refuse catégoriquement car elle est convaincue qu'elle ne peut laisser personne derrière et qu'ils doivent tous s'échapper ensemble. En entendant cela, Nick comprend qu'il ne peut pas continuer à discuter. Et il commence à retirer les pierres qui l'écrasent. Pendant que cela se passe, il s'excuse auprès de Curran d'avoir cassé son pendentif. Mais elle lui avoue qu'elle a toujours voulu le jeter, ce qu'elle n'a jamais été capable de faire, car elle n'était pas capable d'accepter que son ancien groupe l'ait trahi. Alors elle raconte à Nick son histoire avec des corps, et, comme toujours, elle a gardé l'espoir qu'il reviendrait. C'est pourquoi, quand il s'est finalement cassé, le pendentif ne lui a pas importé, car ce n'était pas ce qu'elle aurait dû faire depuis longtemps, elle s'est confessée. Et voyant à quel point les garçons deviennent proches, l'épée se remet à briller et lui demande de répéter le mot. Les sorciers continuent de se battre avec le golem sans lui infliger aucun dommage. Quand il semble que tout touche à sa fin, car Tiana et Zem ont épuisé toutes leurs forces, le golem est gravement endommagé. Alors, les sorciers ouvrent les yeux et voient une personne totalement différente. Un hybride en très Curran et Nick, qui possèdent maintenant une armure et l'épée dans toute leur splendeur. Ensemble, ils parviennent à détruire le noyau du golem et à le vaincre d'un seul coup. Une fois que le golem est éliminé, la fusion de Nick et Curran disparaît, et chacun retourne dans son corps d'origine. Le lendemain, les 4 se dirigent vers la réceptionniste pour lui remettre l'épée et semblent quelque peu hésitants à la remettre. À ce moment-là, un enfant apparaît, ou une enfant qui affirme que l'épée n'est pas si puissante. Et alors, tous ceux qui sont là se retournent pour l'observer. Cette personne affirme être un nouveau membre des survivants, Kizuna, un nom qui signifie lien, tout comme l'épée. Il sera ensuite révélé que l'épée qu'ils remettent à la réceptionniste est une fausse copie. Et que, comme nous l'avions pensé, ce nouveau membre du groupe n'est ni plus ni moins que l'épée du lien transformée en personne, car il a le pouvoir de se transformer selon sa convenance. Plus tard, ils se partagent l'argent en parts égales et tout le monde est joyeux, car enfin ils pourront payer leurs loisirs, même celui qui est une reçoit sa part du prix. Ensuite, chacun va dépenser son argent comme il le souhaite et a dans la vie qui sont à l'accompagner aux courses pendant qu'ils sont sur le chemin qui résonne. Il explique qu'il les a attendus pendant des milliers d'années pour qu'ils le sauvent. Petit aperçu de ses nouveaux amis, leurs vies et leurs ambitions, remarquant qu'ils sont tous au plus bas de leur vie. Ce qui le rend très heureux car malgré toutes les vicissitudes, il trouve la vie merveilleuse. Le reste de l'équipe écoute le positivisme du jeune et ne peut s'empêcher de sourire. Mais quand il sort un briquet personnalisé, cela attire l'attention du jeune, qui lui dit que sûrement le briquet a une histoire et elle lui répond que c'est une possession très précieuse. Après ce moment de socialisation, Nick commence la réunion d'affaires et charge ses collègues de protéger les fonds déjà rares du groupe, ce qui leur rappelle qu'en tant que groupe, ils sont en faillite et qu'ils ont donc besoin de trouver rapidement du travail et de l'argent. Et Anna rêve de son dernier jour à l'académie et de la dernière rencontre avec son professeur préféré, dont la carrière la jeune femme a détruit à cause de son ambition. Cependant, le professeur ne semble pas lui en vouloir, bien que l'homme ait apparemment une personnalité très compliquée. En plus d'avoir tendance à rire aux moments les plus inopportuns, ajoutez au fait que le professeur semble avoir un humour très noir. Il rit en faisant des commentaires sur la destruction de l'humanité et elle ne sait pas s'il est sérieux ou s'il plaisante. Avant de partir, le professeur offre à la jeune Maga un briquet personnalisé. Tiana se réveille et se demande ce que serait sa vie si elle avait continué à l'école, où elle se réveillerait sûrement, chaque jour, entre des draps de soie au lieu de chambres de motel miteux. Dans une autre chambre, Curran rêve de créatures étranges, mais cela ne semble pas lui importer beaucoup. Nick, quant à lui, rêve de son ex, Claudine. Nick rêve qu'il offre un cadeau à Claudine, mais la jeune femme en veut plus car elle n'en a jamais assez et soudain, le rêve se transforme en cauchemar quand une Claudine déchaînée réclame encore plus. Nick se réveille et se rend compte que ses rêves ont été involontairement provoqués par la télépathie de Kizuna qui lui faisait connaître davantage le monde et ses nouveaux compagnons d'aventure. Le lendemain, le groupe se réunit pour effectuer un travail qui consiste à s'occuper d'un ogre dangereux pendant la maison des monstres. Kizuna révèle qu'elle possède les compétences à l'épée de tous ses anciens utilisateurs, en plus d'avoir la capacité de se multiplier, ce qui fait de lui un membre très puissant au sein du groupe après avoir réussi la mission avec succès. Nocero se repose dans un restaurant local tandis qu'il se trouve dans un restaurant fréquenté par Kizuna. Nick découvre Claudine, qui reçoit le cadeau d'un jeune amoureux. Bien qu'en larmes, la jeune femme révèle qu'elle a désespérément besoin d'argent pour voyager voir sa mère. Malade, et le jeune homme est prêt à l'aider en lui donnant toutes ses économies. Heureusement pour le jeune homme, Nick intervient et expose les mensonges de Claudine, qui sont les mêmes mensonges qu'elle a utilisés avec lui autrefois. Voyant que son escroquerie a été interrompue, Claudine s'en va en colère et Nick rend son argent au jeune homme.
Plus tard, alors que le groupe discute des autres missions à entreprendre pour gagner un peu d'argent, Claudine apparaît et provoque une bagarre entre Nick et le chef de son groupe d'aventuriers, Léon, le chef des Tigres de Fer. Cependant, plus tard et en privé, Léon révèle à Nick qu'il n'a jamais eu l'intention de se battre avec lui, car il va bientôt quitter Claudine parce qu'elle l'a rendu riche, mais ses escroqueries attirent trop l'attention. Il félicite également Nick pour avoir formé le groupe survivant, car il suppose que Nick les escroque pour leur argent et qu'au moment venu, il les abandonnera. C'est le cas de Nick. Il donne une raclée pour avoir suggéré qu'il trahirait ses premiers vrais amis. La chef de la guilde les sépare, car une bagarre de rue est en dessous des aventuriers de carrière. À la place, Léo inaugure la traditionnelle bataille, de mathématiques à main nue. La chef de la guilde explique à nos héros que les mathématiques à main nue. Elle consiste en 10 rounds de combat où entre chaque round, un problème mathématique doit être résolu. Et le combat se termine. Lorsque l'un des deux camps résout le problème, avec la complication que si ce n'est pas fait, le combat peut se prolonger indéfiniment. La chef de la guilde précise que c'est la seule façon dont ils ont réussi à faire en sorte que les aventuriers aient la volonté d'apprendre. Les mathématiques. Nick et Léon se battent tandis que Curran et Claudine résolvent des questions mathématiques à la fin de chaque round. Celui qui répond à plus de questions gagne pour son combattant un coup de poing gratuit à son adversaire. Curran panique parce qu'il est mauvais en mathématiques. Sam fait passer un examen à Curran. Et malgré son envie d'être poli et de ne pas blesser les sentiments de la jeune fille, Nick lui dit de dire la vérité. Et les résultats ne sont pas bons. Bien que Sam dise à Curran qu'il peut s'améliorer s'il se concentre et étudie pendant la semaine qui lui reste avant le combat. Pendant que Curran continue de s'entraîner en mathématiques, Sam passe toutes ses nuits dans des établissements de mauvaise réputation, entourés de femmes de petite vertu. Ce qui inquiète un peu ses compagnons. Cependant, ce qu'ils ne savent pas, c'est que le jeune homme s'est consacré à monter un réseau d'informations en collectant des données sur les membres du groupe rival. C'est de cette manière que Sam découvre que les Tigres de Fer prévoient de tricher en utilisant le membre de leur groupe B. Sam révèle cette information à son groupe qui soupçonne que les tigres pourraient utiliser des gemmes de communication, une version faible de la télépathie. Curran demande ce qu'il doit faire, et Tiana lui dit de se concentrer sur la résolution des problèmes mathématiques et qu'au moment venu, il saura quoi faire. Dans sa chambre, Claudine se souvient un peu de son enfance, fille de conducteurs de calèches qui ont été licenciés pour avoir volé des clients. Elle a donc dû trouver un moyen de survivre, en comptant sur son apparence attrayante et en escroquant les personnes qui tombaient amoureuses d'elle. Cela a fonctionné jusqu'au jour où elle a rencontré Nick. Claudine se réveille en sursaut et furieuse contre Nick pour l'avoir fait douter de ses talents, elle se prépare pour le grand événement du jour. Pendant le premier et le deuxième round, Curran perd contre Claudine, ce qui fait que Nick reçoit 2 coups de poing. Curran ne supporte pas la douleur de voir souffrir son partenaire, mais Nick lui dit que malgré tout, il est fier d'elle car l'amélioration qu'elle a montrée cette dernière semaine est remarquable et que si le combat avait eu lieu à ce moment-là, il aurait reçu une raclée au lieu de seulement 2 coups. Alors il dit de continuer à se concentrer sur les problèmes mathématiques. Cela donne de la force à Curran qui devient très contente et lorsque Claudine se moque de ses réussites, car ses exercices sont du niveau primaire, elle lui répond que même si c'est le cas, ce sont des choses qu'elle ne pouvait pas faire il y a 1 semaine. Et maintenant, les autres survivants ne localisent Beck nulle part. Curran perd le 3e round et Nick reçoit un autre. Punch. En utilisant une certaine logique pour tricher, les survivants soupçonnent que Beck attend les dernières rondes où les questions sont plus difficiles, s'assurant ainsi la victoire sur Curran. Pour le forcer à apparaître, Tiana suggère de répondre à toutes les questions d'un coup, bien que si Curran perd, Nick recevrait 7 coups de poing. Vilma, la chef de la guilde, accepte, et Léon. Il se rend compte que le but est d'empêcher les tigres de continuer à gagner du temps et d'accélérer leur mouvement le plus rapidement possible. La bataille en mathématiques commence. Ainsi, Claudine utilise des cristaux de télépathie pour obtenir les bonnes réponses de Beck. Pendant ce temps, Beck résout les questions. Claudine, qui commence à se lasser de ce travail, pense qu'une fois le combat terminé, il sera temps de se retirer dans un village plus tranquille et de renoncer à sa vie de crime. Beck est capturé par les survivants, qui découvrent également le cristal de télépathie de Claudine. Les Tigres de Fer sont arrêtés et Claudine pleure, révélant qu'elle n'a jamais voulu être une criminelle et qu'elle déteste ce qu'elle est devenue. Curran est content d'avoir appris les mathématiques, car maintenant il peut identifier les bonnes affaires sur les menus des restaurants. Pendant qu'un magazine local rapporte la présence d'une étrange créature, ce qui attire l'attention de notre protagoniste, non pas à cause de la créature elle-même, mais à cause de la nouvelle. Léon est interrogé au sujet d'un trésor qu'il a pillé dans un labyrinthe. Il y a des années, l'épée de l'évolution ruineuse, l'aventurier se souvient comment il a trouvé l'épée et un trésor lorsqu'il travaillait dans le groupe dirigé par son frère. Plus âgé, un guerrier plus fort et plus intelligent que lui, responsable de la victoire, car sans lui, il n'aurait jamais trouvé le trésor. Cependant, le frère de Léon a commis l'erreur de faire confiance aux mauvaises personnes et à son propre groupe.
Ils ont conspiré contre lui et ont mis fin à sa vie. Pendant que Léon raconte cela, l'épée de l'évolution ruineuse apparaît et offre aux méchants l'opportunité de se venger des responsables de ses souffrances. Léon accepte sans hésiter, se laissant imprégner par le pouvoir magique de l'épée. Ailleurs, Tiana, Nick et Kizuna s'amusent dans un casino local, bien que Tiana ne semble pas trop enthousiaste, car elle est capable de lire tous les parieurs à la table et n'est pas du tout impressionnée. Kizuna, en revanche, est enthousiaste pour tout, car elle est excitée par tout le monde qui l'empêche d'être une épée. Kizuna remarque quelque chose d'étrange dans le flux de la magie à cet endroit, et le croupier lui explique que les cartes du casino sont couvertes d'un bouclier anti-magie, pour éviter que certains joueurs trichent. À l'extérieur du casino, une créature monstrueuse en forme de félin suit Nick en utilisant son odorat et se dirige dangereusement vers la maison. Tiana choisit comme cible l'un des joueurs, qu'elle appelle le profiteur, car il est plus qu'évident qu'il ne parie pas son propre argent, mais celui de la jeune femme assise à côté de lui, et elle lui prend rapidement tout son argent. Le profiteur s'énerve, mais il ne peut rien y faire, alors il s'en va furieux, abandonnant sa compagne. Yana recommande à la jeune femme de quitter son partenaire qui, de toute évidence, profite d'elle. Bien qu'elle comprenne, elle dit que certaines choses ne sont pas aussi faciles qu'elles en ont l'air. La jeune femme remercie la magicienne pour ses conseils. Mais la conversation est interrompue lorsque Tiana est attaquée par Léon, à la recherche de Nick qui a utilisé l'épée pour s'échapper et évoluer en monstre. Tiana analyse la situation et se rend compte qu'elle est en difficulté, car comme tout le monde, elle a dû laisser ses armes à l'entrée du casino pour pouvoir entrer, donc elle n'est pas en état de se battre. Léon s'approche d'elle et reconnaît son odeur, réalisant que la jeune femme est l'une des amies de son ennemi. Les deux se disputent et Léon demande à Tiana de lui dire où est Nick. Mais quand elle refuse de le lui dire, il lui demande ce qu'elle préfère, livrer Nick ou le protéger au prix de sa vie. Il dit que la réponse est simple, mais Léon l'interrompt en disant que ses sens améliorés lui permettent de détecter les mensonges. Et s'il découvre qu'elle ment, il mettra fin à sa vie. Cette information affecte la magicienne, qui soudain n'est plus si sûre de ce qu'elle veut répondre. Tiana trouve amusant que Léon suppose qu'ils sont amis et elle précise qu'ils ne sont que des compagnons. Unis par leur désillusion envers l'humanité, raison pour laquelle ils ne seront jamais amis. Pour cette raison, l'avoir comme roi ne servirait à rien. L'odorat de Léon confirme les paroles de la magicienne. Et il lui dit que Tiana n'a pas foi en Nick pour la sauver, alors il décide de la tuer. Tiana allume sa pipe en utilisant le briquet que lui a offert son maître, qui s'avère être une arme secrète, car, en l'utilisant d'une certaine manière, il émet une rafale de chaleur suffisamment puissante pour éloigner momentanément le Léon. Et elle essaie de s'échapper avec la jeune parieuse. Cependant, sa tentative de fuite est interrompue par le même lion, qui après la surprise initiale s'est remis et l'arrête, cette fois décidé à l'écraser. Cependant, Nick la sauve avec Kizuna sous sa forme d'épée du lien. Surprenant Tiana, l'évolution fait évoluer encore plus le lion. Et il prend le contrôle de son corps, ravageant sauvagement toutes les personnes du casino, mettant en danger des centaines de vies. Pendant ce temps, Léon le supplie de s'arrêter. Tiana et Nijin démontrent leur véritable amitié en utilisant tout le pouvoir de Bon pour fusionner en un seul corps, créant la forme d'une belle femme. Léon, malgré sa haine envers les humains, refuse de croire qu'il est vraiment une personne maléfique, bien que l'épée lui rappelle que cette foi en l'humanité est ce qui a coûté la vie à son frère. Mais finalement, Léon permet à Tiana et Nick de l'atteindre avec les cartes anti-magie du casino, le ramenant à la normale. L'évolution est scellée et Léon revient sous pression, convaincu qu'il n'est pas mauvais au fond, surtout lorsque Nick révèle qu'il a évité de tuer qui que ce soit, même avec l'évolution, le contrôlant. Léon lui dit qu'il a réalisé que le héros, c'est lui, car il est la seule personne capable de le vaincre, mais il promet de garder le secret, sachant qu'un jour ils se reverront. La célèbre idole Agatha rencontre Nick et est impressionnée par le chemin qu'il a parcouru, mais Nick est inquiet pour elle, car elle a récemment annulé tous ses concerts et apparitions publiques. Agatha raconte que son vrai nom est Bill Huggins et qu'elle a été chanteuse dans le bar en faillite de son petit ami Donnie, jusqu'à ce qu'un producteur musical découvre son talent et la transforme en idole. Elle est tombée amoureuse de ce style de vie, mais a commencé à se sentir insatisfaite avec Donnie, surtout quand il a commencé à lui emprunter son salaire d'idole pour parier, prétendant que c'était pour sauver le bar. Cependant, un jour dans un casino, elle a vu Tiana gagner facilement tout l'argent de Donnie avant d'aider Nick à vaincre le lion évolué, ce qui a amené Agatha à idolâtrer Tiana comme son paladin. La rencontre avec le paladin a changé la vie d'Agatha qui a décidé de réorganiser sa vie, c'est pourquoi elle décide de rompre avec Donnie. Ainsi son agent paye toutes ses dettes à condition que le jeune homme disparaisse de la vie d'Agatha. Donnie refuse d'abord et se met en colère contre sa petite amie. Mais ensuite, il comprend qu'il n'y a pas d'autre option, alors il décide d'accepter l'argent et de s'éloigner d'elle, ce qu'il fait, car lorsqu'elle le croise dans la rue, il n'essaie même pas de lui parler. Agatha retourne au casino, pour le plus grand plaisir de Nick, qui est heureux de la voir chanter, et la jeune femme se présente en s'excusant pour sa disparition. Mais ensuite, elle explique à son fan que sa vie a changé après avoir rencontré une déesse qui non seulement a sauvé sa vie, mais l'a changé pour toujours.
Nick est surpris lorsqu'Agatha révèle que cette déesse est la fusion d'Ellie et de Tiana, mais bien qu'il aimerait clarifier la situation, lorsqu'il entend la chanson que l'idole lui dédie, il est ému et oublie tout. Agatha retrouve Lee, confiante que tous deux continueront d'avancer. Kizuna est obsédée par la présence d'un criminel mystérieux connu sous le nom de Steppy Man, qui a la capacité de flotter dans les airs. Ainsi, les murs de la ville labyrinthe ne peuvent pas le contenir et Dandy est capable de l'attraper. Plusieurs témoins affirment que Steppy Man est responsable de la vague d'enlèvement d'enfants qui frappe la ville, et il demande à Lee d'enquêter sur l'affaire. Mais notre héros lui répond de ne pas se laisser remporter par ce qu'il lit dans des publications de réputation douteuse. Juste à cet instant, une jeune fille curieuse aux cheveux verts écoute la conversation et se présente comme Olivia Taylor, une journaliste aventurière et auteure des articles sur Steppy Inman. La jeune fille vive réagit de manière étrange lorsqu'elle entend le nom de Kizuna. Mais ensuite, elle commence à discuter avec nos amis et il semble qu'elle va rester un moment dans la soirée. Un zen pris de boisson suit une jeune fille et est témoin de la façon dont une étrange silhouette l'emporte dans l'obscurité, sans que personne n'ait le temps de réagir. Pendant ce temps, Nick et Kizuna sortent du concert d'Agatha et Kizuna est très content d'avoir assisté à son premier concert. Mais tout est interrompu lorsqu'il sent que Sam est en danger. En effet, les deux arrivent dans l'allée juste pour trouver Sam, attaqué par un ennemi invisible que Kizuna identifie comme Steppy Man et l'attaque. Mais malgré tout, son pouvoir n'est pas capable d'empêcher le délinquant de s'enfuir. Le groupe emmène la fille dans un endroit sûr. Et quand on lui demande si elle sait qui l'a attaqué, la jeune fille répond sans hésitation que le responsable n'est autre que Sam. Quel Steppy? La fille raconte que sa mère est une aventurière qui sort chaque nuit pour combattre le dangereux criminel et récemment elle a été attaquée par Steppy qui l'a envoyée à l'hôpital avec des blessures graves. La fille assure que Steppy est responsable de la vague d'enlèvement, mais personne ne la croit, ni elle ni sa mère. Cependant, Sam lui fait remarquer qu'ils ont eux-mêmes vu le coupable, donc maintenant ils sont prêts à la croire. Sam lui dit qu'il n'a aucun doute sur la fille qui se présente comme reine et lui demande de la laisser être son apprentie. Reina lui dit qu'elle a été témoin du courage du jeune homme et essaie de s'approcher de lui, seulement pour que Nick s'interpose. Et Sam la rejette en répondant avec gentillesse qu'il lui manque encore environ 15 ans pour qu'il l'accepte comme apprenti. Cependant, il lui dit qu'elle peut rester sur place et que le matin, ils iront voir sa mère. Reina essaie de s'approcher de lui pour le remercier, mais ses amis l'en empêchent à nouveau. Et Una, d'un autre côté, se sent déçu, car le puissant monstre qu'il admirait s'est avéré n'être qu'un simple kidnappeur. Et il n'a pas d'autre choix que d'aller lui casser la figure. Zen soutient la motion, mais dit à l'épée que le mieux est de faire les choses de manière propre et légale. De cette façon, nos héros se dirigent vers le guilde des chasseurs. Des récompenses pour obtenir des informations, mais la responsable du comptoir les ignore, leur disant qu'il n'y a aucun moyen que le guilde des chasseurs de primes partage des informations avec un groupe d'aventuriers qui n'a pas de réalisation dans ce domaine. Nos héros parviennent à conclure un accord et la responsable leur donne une mission en tant que chasseur. Des récompenses pour, de cette manière, avoir des réalisations et leur donner les informations, mais tous les membres du guilde des chasseurs ne sont pas contents, car ils considèrent que les aventuriers envahissent leur territoire. De cette manière, un pari se crée entre ceux qui espèrent que les survivants échoueront et ceux qui croient qu'ils sortiront vainqueurs, la parieuse la plus forte étant Tiana elle-même, qui a confiance en ses compétences et celles de ses compagnons. La nouvelle mission conduit nos héros dans le quartier dangereux de la ville, connu sous le nom de Carbage Collection, un endroit où aucun chevalier ne met les pieds. En effet, l'endroit est un foyer de crime et de misère. Et nos héros se voient obligés de lutter contre les habitants même de la ville. Pour localiser leur cible, le groupe affronte l'un des délinquants qui leur donne l'adresse de la cible mais demande quelque chose en récompense. Ainsi, Sam lui donne des herbes médicinales qui contreront les substances que le membre de gang consomme habituellement et lui permettront de se reposer. Le groupe trouve rapidement leur proie et l'attrape, mais lorsqu'ils l'emmènent aux autorités. Un étrange prêtre du nom de Nalgaba leur demande ce qu'ils font avec le jeune homme et il lui explique la situation. Maga essaie de négocier en disant que la cible souffre d'une maladie qu'il veut étudier, mais il lui explique que ce ne sera pas possible. Kizuna en profite pour demander au prêtre s'il sait quelque chose sur Steppy, un kidnappeur d'enfants qui, à en juger par ses crimes, serait le genre de personne à se cacher dans cet endroit. Mais le prêtre lui répond qu'il n'a jamais entendu ce nom de la manière la plus suspecte possible, au point que même la cible admet que bien que le criminel soit un kidnappeur, il serait plus logique qu'il vive dans cet endroit, bien que la chose la plus étrange qu'il ait vue jusqu'à présent soit une journaliste, rôdant autour du lieu, répétant, distribuant des bonbons, ce qui attire immédiatement l'attention de Nick. Le groupe remet la cible au syndicat et collecte non seulement la récompense, mais aussi l'argent du pari qu'ils utilisent pour offrir des boissons à tout le monde, et de cette manière gagner la faveur du syndicat. Le lendemain, après la beuverie, la responsable du syndicat remet à nos héros toutes les informations qu'ils ont sur Steppy. Ainsi, Nick et compagnie se mettent au travail. La responsable leur dit qu'ils ne devraient ne pas perdre de temps avec des légendes urbaines, car Steppy Man n'existe pas, mais Nick précise qu'ils ne poursuivent pas la légende, mais un criminel qui a décidé d'utiliser le nom de la légende.
La responsable leur dit que la seule chose suspecte près des enfants est une journaliste curieuse qui passe son temps à offrir des bonbons aux enfants en désignant Olivia qui se trouve justement sur place, semblant la plus suspecte possible. Nick rit de l'idée qu'Olivia soit Steppyman, mais après avoir tiré quelques conclusions, lui et ses amis décident qu'ils ne perdent rien à l'interroger. Prenant toutes les précautions et bloquant les sorties, ils procèdent donc à poser des questions à une Olivia nerveuse. Olivia, se voyant acculée, s'envole, laissant un trou dans le plafond et un groupe d'aventuriers stupéfaits. Sam est victime d'un rêve récurrent où il est enfermé dans une cellule demandant à quelqu'un de l'aider. Et chaque fois qu'il se réveille, il le fait dans la même position, ce qui le conduit à douter de ce qui est le rêve et quand il est éveillé. De retour à leur base, le groupe n'a pas la moindre idée qu'Olivia est Steppyman, et maintenant, il ne reste plus qu'à trouver un moyen de l'attraper pour qu'elle réponde de ses crimes. Kizuna, d'autre part, refuse de croire que la journaliste est Steppyman, et en plus elle écrit des articles sur elle-même, ce qui serait la pire couverture du monde, donc la jeune épéiste est sûre qu'il y a quelque chose qu'il ne voit pas. La réunion est interrompue lorsqu'une célèbre vendeuse de légumes, Adala Sommelier, appartenant au groupe de classe A, leur rend visite, révélant qu'elle est la mère de Reina qui aurait été blessée en luttant contre l'insaisissable. Steppy Ada les remercie d'avoir aidé sa fille et leur promet que la fillette ne se retrouvera plus dans des problèmes. En faisant quelque chose d'aussi stupide que vouloir arrêter un dangereux assassin par elle-même, Sam la remercie et dit à la fillette de ne pas se mêler de choses dangereuses. Et la fillette l'appelle maître, ce qui attire l'attention de sa mère. De plus, lorsque la fillette dit qu'elle veut être l'apprentie du prêtre, Sam décide de mettre les choses au clair. Et il explique à tous, en particulier à Reina, que pour lui, la fillette est l'un de ses ennemis. La salle reste silencieuse, et Sam se rend compte qu'il pourrait exagérer, alors il décide d'expliquer à tous ce qu'il voulait dire. Le prêtre lui explique que chaque fois qu'il voit une jeune fille de l'âge de Reina, il souffre de crises de terreur, car il y a quelque temps, une jeune fille lui a joué un mauvais tour, ce qui lui a valu plusieurs années de prison, et aujourd'hui, voir une fille de cet âge lui provoque des crises de panique qui l'empêchent même de respirer. Attendre. Il m'est précisé que ce n'est rien de personnel et qu'il a cette réaction avec toutes les filles de l'âge de Reina. Reina lui demande pourquoi il la protégeait. Moi, et il répond que c'est ce que ferait n'importe quelle personne en voyant quelqu'un essayer d'enlever une enfant. Qu'il n'y a aucun mérite dans ses actions, bien qu'il admette aussi qu'en la connaissant, le prêtre a découvert qu'il y a encore de l'espoir et qu'un jour, il pourra peut-être surmonter sa peur. Et je suis assis ici me demandant quelle est la morale de tout cela. Devons-nous être contents qu'un jour Sam aime à nouveau les filles? C'est-à-dire, est-ce que c'est bien? Apparemment, d'après l'expression des amis de Sam, il semble se poser la même question. Donc, le mieux c'est de continuer l'histoire. Reine. Elle se rend compte que c'est pour cela que le prêtre lui dit qu'elle doit attendre 15 ans, mais sa mère lui interdit de se marier avec lui et elle répond que ce n'est pas son intention, car si elle voulait se marier, ce serait avec quelqu'un de mieux et elle veut juste être son apprenti. Ada remercie les survivants pour leur bonne action, mais leur recommande de laisser les choses telles qu'elles sont. Abandonnez l'affaire et continuez vos vies, car vous ne pourrez jamais le vaincre. Nick remercie pour le conseil, mais dit qu'ils vont continuer à poursuivre le kidnappeur. Car même s'ils n'ont pas la force, ils ne peuvent pas rester les bras croisés pendant qu'un criminel kidnappe des enfants par ici. Adea se responsabilise de la situation dans laquelle il se trouve, car pour attirer l'attention des autorités, elle a créé l'histoire selon laquelle le responsable est Steppy, donnant ainsi plus de pouvoir à la légende et plus de sécurité aux criminels, car personne ne croit qu'il est réel, ce qui lui permet d'agir impunément. Nick demande de l'aide à Ada, qui, bien qu'elle ne soit pas en état de se battre, a quelques atouts dans sa manche qui peuvent être utiles à nos héros. D'abord, la femme leur sert une soupe particulière, qui a pour but de réveiller le potentiel magique de nos héros, car ils en auront besoin pour combattre quelqu'un d'aussi puissant que Steppy. Nick lui dit que la magie n'est pas vraiment sa spécialité, et Sam lui rappelle qu'en tant que prêtre, sa magie n'est pas très offensive, et qu'il reste toujours à l'arrière. Ada leur remet un briquet pour mesurer leur nouveau pouvoir magique qui était Renkuran, en raison de l'incapacité de la jeune fille à se concentrer. Et pour Nick c'est minime, mais c'est quelque chose. Ensuite, la guerrière entraîne nos héros dans l'art de combattre en hauteur, mais Nick échoue douloureusement. Cette nuit-là, le groupe sauve une fillette et encercle Steppyman, qui ressemble à un design rejeté d'Assassin's Creed, mais sans visage. Et il lui demande si derrière le masque se cache Olivia, Steppyman s'enfuit en volant. Et nos héros se demandent s'il utilise de la magie ou seulement des artefacts magiques, de plus, ils ne sont toujours pas sûrs si c'est Olivia ou non. Nick rencontre un expert en objets magiques, qui s'avère être nul autre que Léon, qui est toujours en prison après sa crise au casino. Quand notre héros lui demande un objet capable de rendre son utilisateur invisible, Léon lui répond que cela pourrait être la gemme de l'illusoire, ou un objet qui contient la gemme. Et il lui dit que la façon d'annuler son pouvoir est de dire à haute voix le nom de son utilisateur. Et Nick se souvient avoir demandé à Steppy si c'était Olivia, ce qui n'a pas dissipé le sort. Et par conséquent, il vérifie que la journaliste n'était pas sous le masque du criminel.
Le lendemain, Nick continue de s'entraîner en hauteur et s'améliore peu à peu après avoir fait quelques recherches. Nos héros arrivent à la conclusion que la base d'opération de Steppy est à Carbash Collection, où la disparition des enfants passerait inaperçue, car personne ne s'en soucie là-bas, et le groupe décide de s'y rendre. En chemin et sous un épais brouillard, nos héros sont attaqués par Olivia qui, après avoir éclairci un malentendu, leur avoue qu'elle est la Steppy originale, mais que maintenant quelqu'un d'autre utilise son alias, ce qu'elle ne peut pas permettre. Olivia guide nos héros vers une crypte où ils trouvent une fillette qui a été affectée par le joyau. Ce qui rend son identification impossible jusqu'à ce que Sam brise le sort et se rende compte de qui est le véritable responsable des attaques de Steppy. Ainsi se termine la deuxième partie de cette série.